Alors bonjour à tous et à toutes, merci pour votre accueil au Musée du Louvre. Je suis Louise Dorso, je vais vous présenter ce qu'on connaît de Dilmun et ce qu'on connaît de Bahreïn à travers les sources cunéiformes. Et pour cela, j'ai intitulé ma présentation Du pays de Cocagne au pays oublié, puisque on va en fait explorer les relations entre la Mésopotamie et Dilmun à travers l'apparition de ce terme et la disparition de ce terme dans les sources cunéiformes. Donc l'histoire de Dilmun dans ses sources cunéiformes est plurimillénaire. Du 4e au 1er millénaire, ce qui est loin d'être anodin, je tiens à le signaler, l'archipel apparaît dans les textes cunéiformes. Alors, il s'agit tout autant de lettres, de contes, d'inscriptions royales ou encore de tablettes littéraires qui étaient rédigées en écriture cunéiforme, donc c'est-à-dire idéogrammatique et ou syllabique, cela dépend des époques, et ce cunéiforme transcrit alors plusieurs langues. Celles qui nous intéresseront aujourd'hui sont le sumérien, l'akkadien et éventuellement l'élamite. L'usage du même toponyme au cours de ces 4 millénaires implique certaines évolutions, tant dans la forme, puisque du sumérien Dilmun, on passe à sa forme akkadienne Tilmun avec un T, que dans l'acception géographique. Selon les époques, Dilmun renvoie en fait plutôt à la côte orientale de la péninsule arabique, à l'archipel moderne de Bahreïn ou encore à l'île de Failaka à l'entrée du Golfe. C'est donc sur cette base en fait fluctuante et évolutive que nous proposons de dresser le tableau des relations entre l'espace mésopotamien et en partie iranien d'une part et Dilmun au sens large d'autre part. La documentation illustrant la nature de ces liens est riche et variée, bien que très inégale, selon les époques. Alors, bien sûr, cette disproportion peut s'expliquer par le phénomène de perte des sources inhérent à l'étude des hautes époques, mais il nous semble qu'il faille aussi lui attribuer une signification, un sens historique plus que pratique, au sens où la fréquence des mentions de Dilmun serait en fait révélatrice de l'évolution, des mutations, des transformations de ces relations qui ne pouvaient en fait rester inchangées durant 4 millénaires. Si Dilmun est largement mentionné dans le cadre d'échanges commerciaux et économiques, cette entité s'est aussi inscrite dans les réseaux diplomatiques et géostratégiques de la région, tout en représentant un horizon fantasmé et rêvé de la littérature mésopotamienne. Et enfin, cet horizon de projection n'est pas que commercial ou littéraire, puisque l'île de Khalat el-Bahreïn représente aujourd'hui, avec l'oasis saoudienne d'Al-Khaït dans le Hedjaz, l'un des points les plus méridionaux de l'utilisation de l'écriture cunéiforme. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur la période des 4e au 2e millénaire, où Dilmun apparaît véritablement comme à la fois un paradis des dieux et un paradis des marchands. Dilmun apparaît en fait dès la fin du 4e millénaire dans les textes archaïques d'Uruk, autrement dit dans les textes les plus anciens, qui datent à peu près de 3300-3200 avant Jésus-Christ. C'est le cas sur cette tablette donc, qui est ici conservée au musée du Louvre. Alors, on est là dans ce qu'on appelle le pré-cunéiforme, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas encore des signes cunéiformes, on a encore des pictogrammes, des formes de dessin. Et sur cette tablette qui enregistre des rations alimentaires, le pictogramme représentant Dilmun est déjà présent. On est là au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Au 3e millénaire, le nom de Dilmun est souvent associé en fait soit à des objets en cuivre, soit à des bois précieux. Dilmun ici ne renverrait pas seulement à Bahreïn, mais en fait plus probablement aux côtes orientales de la péninsule arabique et la péninsule d'Oman. Alors c'est là que se trouvaient les gisements de cuivre, apparaît également déjà dans les textes sous le nom de Magan. C'est dans les inscriptions royales des rois mésopotamiens de l'époque, alors ici sur des exemples de crapaudines ou des bas-reliefs perforés, que le nom de Dilmun est mentionné.
J'ai choisi 2 exemples également visibles au musée du Louvre, donc qui sont un relief perforé du roi Urnanché et une crapaudine votive du même roi. Donc vous voyez, on est ici au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et ces 2 types de documents portent des inscriptions en cunéiforme où il est question de Dilmun. Urnanché dit alors « Je fis apporter à Lagash par les bateaux de Dilmun du bois des pays lointains ». Donc on a vraiment cette image des bateaux de Dilmun qui abordent sur les quais des cités du sud mésopotamien pour livrer cuivre et bois. Dilmun, grâce à ses ports abrités et à ses réserves d'eau douce, devient, à la fin du 3e millénaire, un important entrepôt idéalement situé dans le golfe Persique, puisque cela lui permet de redistribuer alors non seulement le cuivre et la diorite d'Oman, ainsi que les bois de charpente, l'ivoire et les pierres semi-précieuses, en particulier la cornaline, en provenance de l'Indus, de la civilisation de l'Indus. Les échanges entre Dilmun et le sud mésopotamien sont donc attestés assez abondamment par plusieurs tablettes cunéiformes qui proviennent, alors pas toutes, mais pour celles que je présente ici, qui proviennent du site de Girsou, plus connu sous le nom de Télo, donc dans le sud mésopotamien, où il est ici question, par exemple, donc dans le premier qui est un document administratif, d'une princesse du nom de Baranamtara, qui fait peser laine et argent pour les confier à un commissionnaire qui est chargé de partir à Dilmun. Et sur le document administratif sumérien de droite, là, il est très clairement question de l'arrivée du cuivre à Lagash, cuivre provenant de Dilmun. Alors, étrangement, au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, les sources textuelles ne parlent plus que de Dilmun, c'est-à-dire que uniquement de l'archipel de Bahreïn. La péninsule d'Oman, dont le nom antique est Magan, disparaît des sources. Alors, est-ce qu'on doit y voir là un monopole des Dilmunites sur le commerce dans le golfe Persique, monopole qu'ils auraient réussi à construire parce que, par exemple, ils proposaient des coûts plus réduits pour leurs bateaux? Bon, la question reste ouverte. C'est en tout cas au début du 2e millénaire que le commerce entre Dilmun et le sud mésopotamien, et avec une ville en particulier, alors je vais revenir un instant sur la carte d'avant, donc au sud de la Mésopotamie, vous avez la ville d'Our, et c'est donc au 2e millénaire que le commerce entre Dilmun et la ville d'Our est le mieux connu, grâce aux archives de marchands très particuliers, puisqu'ils ont une qualification particulière, ce sont les Alik Dilmun, ceux qui vont à Dilmun. Ces marchands, le plus connu étant le personnage de Ea-Natsir, travaillaient probablement pour le compte du temple d'Our, le temple d'Our leur fournissant des fonds pour pouvoir mener leurs expéditions jusqu'à Dilmun. Et c'est à Dilmun qu'ils s'approvisionnaient essentiellement en cuivre. Pourquoi? Parce qu'on est à l'époque où le cuivre sert à la fabrication du bronze. Les quantités pouvant être très importantes, l'une des cargaisons pesait jusqu'à 18 tonnes 33. En outre, les textes nous apprennent que ces Alik Dilmun achetaient également de l'étain, du bois, des pierres semi-précieuses, de l'ivoire et des animaux exotiques, ce qui indique bien en fait la permanence des relations avec la civilisation de l'Indus, puisque bien évidemment ces produits ne sont pas originaires de Dilmun, mais renvoient plus directement aux produits exportés par la civilisation de l'Indus. Pour remercier la déesse Ninégale, qui est la protectrice des marins, d'avoir fait bon voyage, eh bien, les marchands, notamment ces marchands, ces Alik Dilmun, lui dédiaient des modèles de bateaux en argent, ce qui peut renvoyer à cette liste d'objets en bronze que je vous présente ici, qui était alors destinée au trésor de la déesse Nonché, alors dans un texte plus ancien, puisqu'on est là 6 siècles plus tôt, un texte qui provient également de Girsou, où avec 9 mines de cuivre mêlées d'étain, c'est la recette de la fabrication du bronze, on peut élaborer un objet de bronze en forme de timon de bateau de Dilmun. Donc on aurait là ces objets de remerciement, ces dédicaces en l'honneur de la protectrice des marins.
Alors, si les Aliks d'Ilmun se rendaient à Dilmun, eh bien, il semble aussi que les Dilmunites, eux, se soient installés à Our, puisqu'on y a retrouvé certains de leurs sceaux, et surtout, leurs réseaux commerciaux s'étendaient assez en profondeur en Mésopotamie, jusqu'en Syrie, puisqu'une ambassade d'Ilmunite est attestée dans les archives retrouvées à Mari, et également en Iran, où le temple du dieu Inzak à Suse, qui est le dieu des Dilmunites, témoignerait de leur présence. Et c'est probablement à cette époque, en lien avec ces voyages vers Dilmun, que se développe toute une littérature faisant de Dilmun le paradis des Mésopotamiens. Le pays de Dilmun apparaît ainsi dans plusieurs compositions mythologiques sumériennes. La première, la plus fameuse, est le mythe de la création, Enki et Ninhursag. Donc vous avez l'exemplaire d'une tablette de ce mythe ici, aussi appelé le mythe de Dilmun. Alors, dans la mythologie sumérienne, Enki, c'est celui qu'on appelle le maître de l'Apsu, c'est-à-dire le maître de la mer d'eau douce sur laquelle flotte la terre. Et voici comment se décompose le mythe. Dans les premières lignes, le pays de Dilmun est perçu comme un pays particulièrement saint et pur, mais un pays qui ignore tout des règles de la civilisation, c'est-à-dire qui ne connaît rien des villes, qui ne connaît rien de l'agriculture, ni de la littérature. Et toute cette civilisation, c'est en fait le dieu sumérien Enki qui l'octroie à Dilmun par l'intermédiaire en fait de sa fille Ninsikila. Alors Ninsikila étant une déesse dilmunite qui est ici assimilée à la déesse sumérienne Ninhursag. Et en fait, Enki offre à sa fille des sources d'eau douce et un rôle d'emporium international pour Dilmun. Dilmun, vous le voyez, est donc perçue comme une terre bénie des dieux. Alors la suite du texte est un peu plus olé olé, puisqu'elle rapporte la naissance d'Inzak, qui est le fruit de l'union incestueuse d'Enki avec ses filles. Enki a successivement violé toutes ses filles. Et donc pour le punir, Ninhursag a prononcé une malédiction de mort contre lui et il s'est empoisonné. Le nom d'Inzak signifie celui qui guérit, puisqu'en naissant d'un organe malade de son père, Inzak l'a guéri. Et cette guérison d'Enki marque en fait le retour à la civilisation et en fait à des pratiques sexuelles beaucoup plus normées, normalisées. Autrement dit, on ne viole pas ses filles. Inzak, par la suite, devient d'ailleurs le seigneur de Dilmun. Alors, d'autres mythes sont inspirés de ce rôle particulier de Dilmun. Dans la tablette du mythe d'Enki et l'ordre du monde, Enki est à nouveau à l'œuvre. Cette fois-ci, à nouveau, il confère à Dilmun un rôle bien particulier, une certaine prospérité, mais attention, cette prospérité n'est pas gratuite, elle est censée en fait alimenter, faire la fortune d'une ville sumérienne, celle d'Ur, faire la fortune du monde sumérien en priorité. Et le Dilmun est aussi le lieu en fait de l'immortalité. Dans la version du déluge, la version sumérienne du déluge, c'est là qu'est envoyé le Noé sumérien, celui qu'on appelle Siusudra, et c'est là qu'il reçoit donc l'immortalité. Alors, les évocations également du palmier dattier de Dilmun dans les hymnes royaux renvoient d'ailleurs à un autre produit emblématique de Dilmun, c'est-à-dire la datte Atsnu. Cette variété était particulièrement reconnue pour sa douceur et sa qualité. C'était presque une appellation d'origine contrôlée. Pour vous faire une comparaison, c'est le même statut que les fruits confits pour la petite capitale du Luberon, Apt aujourd'hui. Ça donne une idée de son rayonnement. Cette variété, donc particulièrement reconnue pour sa douceur, a inspiré un certain nombre d'écrits littéraires et poétiques, comme ici la lettre de Lou d'Ingira à sa mère, dans laquelle la mère est comparée à une date de Dilmun. Elle est une date sucrée, douce, une date de choix très recherchée. Dans le mythe d'Enki et Ninhursag, dont on a déjà parlé, les nombreuses qualités de Dilmun sont vantées, parmi lesquelles la grosseur de ses dattes. Les habitations de la ville sont de bonnes habitations, on l'a vu avec quelques photos tout à l'heure. Ses grains sont de petits grains, ses dattes sont de grosses dattes, ses récoltes sont triples. Et en raison des qualités qui leur étaient reconnues, les dattes de Dilmun étaient, dès le 3e millénaire, en fait, envoyées en cadeau diplomatique
entre la cour de Dilmun et celle de Lagash, comme en témoigne cette tablette. Donc vous avez la tablette à gauche et sa traduction sur la droite, où il est question de 12 paniers de dattes, 3 paniers de dattes dénoyautées que la reine de Dilmun a envoyés à la reine de Lagash. Le fruit emblématique de Dilmun participe donc de cette image de paradis où l'eau douce coule en abondance et où les fruits sont de qualité supérieure. Alors à voir si c'était un véritable paradis, puisque apparemment les sources artésiennes, on nous a dit, étaient pas forcément très bonnes à la consommation. Donc voilà déjà pour ce tableau des sources cuniformes, alors, dont je vous propose une sélection ici, sur les 4e et 2e millénaires avant Jésus-Christ, qui sont donc assez abondantes pour cette île et surtout pour cet archipel, et surtout très variées. Je voudrais maintenant revenir sur une première disparition de Dilmun au 2e millénaire, qui réapparaît en fait dans les sources ensuite à la période cassite. Alors, en 1800 avant Jésus-Christ, la disparition pendant 2 siècles du nom de Dilmun dans les sources textuelles et économiques mésopotamiennes semble corrélée à celle de la civilisation de l'Indus. Au milieu du 2e millénaire, les Kassites s'emparent de la Babylonie. Ils entreprennent alors de consolider leurs frontières et pour cela s'intéressent au sud babylonien, à cette région qu'on appelle le pays de la mer. Et c'est en s'intéressant à ce pays de la mer qu'ils en viennent à incorporer Dilmun à leur royaume pour pouvoir bénéficier de la position privilégiée de l'archipel sur les routes de commerce. Dilmun devient donc une colonie cassite et c'est ainsi qu'elle réapparaît dans les sources au milieu du 2e millénaire. L'île principale, celle de Ralat al-Bahreïn, étant occupée par une population cassite dirigée par un gouverneur qui porte le nom de Shakanaku. Ces Shakanaku de Dilmun sont connus grâce à leur correspondance retrouvée en Irak, dans la ville de Nippur. Et la résidence des Shakanaku à Dilmun correspondrait au palais mis au jour à Ralat al-Bahreïn, où se trouvent des archives cunéiformes qui permettent de faire le lien avec la domination cassite. Alors, une 50aine de tablettes et de fragments inscrits ont été découverts en 1995-96 par la mission archéologique française. Et ce lot s'ajoutait à un autre lot découvert, un lot de 9 tablettes complètes et fragmentaires, exhumées par l'expédition danoise dans les années 60, découvert dans ce même complexe. Tout cela compose les archives cunéiformes de Dilmun. Alors, je vous en ai proposé une petite sélection ici. On y trouve plusieurs types de textes. Encadrés en vert, vous avez ici une lettre. En rouge, des documents administratifs qui peuvent être des comptes. Tout en haut à droite, vous avez une étiquette pour un panier contenant de la laine. On a également des reçus, comme un reçu de livraison de sésame et de nigel. Et encadré en jaune, peut-être l'un des documents les plus intéressants, puisqu'il s'agit d'un vocabulaire bilingue sumérien-acadien. Alors à cette époque, le sumérien a le statut de langue morte, mais on l'utilise encore dans les textes littéraires, on utilise encore certains de ses idéogrammes, donc il faut pouvoir le comprendre. Et sont donc rédigées des listes lexicales où au nom sumérien est associé son équivalent acadien. Ici, il s'agit d'une liste lexicale bien connue, puisqu'il s'agit de la liste, alors qu'on appelle entre spécialistes la Rara Ubulu. C'est une liste qui donne les noms de la nature et de la civilisation. Et pour la partie retrouvée à Bahreïn, il s'agit en fait de la partie qui porte sur les vêtements princiers et sur les différents titres officiels, prince, administrateur, etc. Enfin, lors des fouilles danoises, avaient aussi été exhumés des exercices scolaires. Ces documents, quand ils sont datés, le sont selon la coutume et le calendrier mésopotamien, avec le jour, le mois et l'année de règne du souverain babylonien. Alors, pour ceux dont la formulation de datation est complète, ils renverraient au souverain cassite Agum III. On se situe donc dans les années 1465 avant Jésus-Christ. Et ils mettent en évidence l'existence d'un bureau administratif au sein du palais et peut-être d'une école de scribes. Alors, j'ai également indiqué
l'existence de cette inscription commémorative d'un roi cassite, peut-être Bourna-Bouriash II, qui a été retrouvé à Dilmun. Donc vous le voyez, tous ces documents témoignent d'une présence très marquée, d'une présence mésopotamienne très marquée à Dilmun, avec l'organisation d'un centre administratif et d'une école très sophistiquée. Et c'est vraiment un cas à part, puisque si pour le premier millénaire, on commence à retrouver aussi des documents attestant de la présence mésopotamienne plus au sud que l'Irak, donc du côté de la péninsule arabique, on n'a pas un tel apport de documentation cunéiforme comparable à celui de la domination cassite à Dilmun. Alors, je me suis beaucoup inspirée des travaux de Pierre Lombard, justement, pour vous présenter toute cette période d'abondance des sources sur Dilmun. Je voudrais la mettre aujourd'hui en parallèle avec ce sur quoi portent plus précisément mes recherches, c'est-à-dire le premier millénaire avant Jésus-Christ, où là, que se passe-t-il? Dilmun semble oublier des sources cunéiformes. À la fin de la période cassite, et ce jusqu'au règne de Sargon II, c'est-à-dire en 721-705, Dilmun disparaît complètement de la documentation cunéiforme. Comment l'expliquer? Alors, est-ce qu'on peut supposer, par exemple, une chute sévère des échanges commerciaux dans le Golfe Persique? Au premier millénaire avant Jésus-Christ, certains tribus versés par les chefs des confédérations chaldéennes qui se trouvaient dans le sud de la Babylonie, donc qui sont versés aux rois assyriens qui font campagne en Babylonie, eh bien, nous laisse pourtant supposer l'existence possible de connexions avec l'Inde et qui impliquerait peut-être Dilmun. Alors à gauche, voici le tribut versé au roi assyrien Salmanasar III par 3 chefs chaldéens. Il s'agit d'Adinu du Bit d'Akouri, de Mushalim Marduk du Bit Amoukani et du chef du Bit Yakin dont on n'a pas le nom. Pour vous donner une idée sur une carte, voilà. Donc le Bit d'Akouri est la confédération chaldéenne directement au sud de Babylone, le Bit Amoukani plus au sud encore, et le Bit Yakin était celle qui se trouvait le plus à proximité des rives du Golfe Persique. Alors, j'en reviens au contenu de ces tribus, puisque le roi reçoit de la part de ses chefs chaldéens de l'argent, de l'or, du cuivre, de l'étain, du fer, du bois mescanou, de l'ivoire et des peaux d'éléphant. Bon, vous pouvez immédiatement l'entendre. Les produits comme l'ivoire et les peaux d'éléphant renvoient ici directement à l'Inde, tandis que la mention du cuivre rappellerait les grandes exportations de cuivre depuis Dilmun aux époques antérieures. On peut donc faire l'hypothèse que Dilmun était encore un important centre de redistribution du cuivre, même si vous l'avez constaté, Dilmun n'est absolument pas nommé. Mais cet archipel, en tout cas, était peut-être fortement concurrencé par d'autres gisements, ceux qui se développent à l'époque, ceux d'Anatolie et de Chypre. Et puis, il faut aussi préciser qu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, se procurer du cuivre n'était peut-être plus une priorité comme ça l'était auparavant, puisqu'on est désormais à l'âge du fer et que le cuivre, lui, marié à l'étain, servait à fabriquer du bronze. De même, sous le règne de Tiglath-Phalazar III, entre 745 et 727, la Babylonie et les provinces chaldéennes livrent à nouveau de l'or, des bijoux en or, des plantes diverses, des tissus, mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est cette mention des pierres précieuses, produits de la mer, qui pourraient être en fait les fameuses perles de Dilmun. Alors des bijoux et surtout un poignard décoré de perles ont été retrouvés dans les tombes du cimetière royal d'Our au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais pour le premier millénaire, il faut attendre l'époque achéménide pour avoir des attestations archéologiques de l'usage des perles de nacre à travers ces exemples de bijoux qui proviennent de tombes à Pasargade ou à Suse que je vous propose ici. Dilmun réapparaît en fait soudainement dans les sources néo-assyriennes, en étant cité 8 fois sur ce qu'on appelle les orthostates, les bas-reliefs que vous pouvez voir dans les salles du musée du Louvre ici, notamment la salle Khorsabad, puisque c'est dans cette capitale de Sargon II, d'Ur-Sharokin Khorsabad, que le nom de Dilmun réapparaît. Cette mention fait suite au récit de la campagne de Sargon II contre Mérodach Baladan II, un chef chaldéen. Donc on se situe
toujours dans ce sud babylonien. Alors, Mérodach-Baladan II, pour renverser la domination assyrienne en Babylonie, s'était allié au roi élamite, l'Élamite se trouvant aujourd'hui en Iran, donc qui porte le doux nom d'Umbanigash. Et cette alliance avait permis à Mérodach-Baladan II de contrôler le sud babylonien pendant 12 ans. En 710, Sargon II décide d'intervenir. Il défait Mérodach-Baladan II, qui s'enfuit et demande l'exil au roi d'Élam. Mais sa requête est rejetée. Ce que ces affrontements mettent en évidence, c'est une étroite connexion entre la Babylonie et l'Élam, l'Iran, contre la Syrie, connexion à laquelle Dilmun semble se joindre, puisque les proclamations de victoire de Sargon II rapportent que le roi de Dilmun, du nom d'Upéri, celui qui vit au milieu de la mer du soleil levant, entendit parler de sa puissance seigneuriale et apporta ses présents, autrement dit, lui versa tribut. Alors, si l'on peut voir dans cet acte de soumission un geste destiné avant tout à apaiser le pouvoir assyrien, désormais maître du sud babylonien, et donc des débouchés possibles et des exportations d'Ilmounites, une hypothèse de Ramsadok peut nous aider à restituer plus précisément le cadre des relations dans cette région dans la première moitié du premier millénaire. Upéri serait en fait un nom élamite, ce qui laisserait entrevoir des liens entre l'archipel de Dilmun et la maison royale élamite à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce cas, le refus du roi élamite d'accueillir Mérodach-Baladan II en exil se reflèterait dans le versement d'un tribut par Upéri. Après la défaite de Mérodach-Baladan II, Upéri en fait s'alignerait sur la position de son principal allié, le roi élamite. Alors, faut-il justement voir dans cet important complexe qui a été dégagé à Kalat al-Bahreïn un palais qui aurait servi de résidence à ce roi de Dilmun, Upéri. C'est ainsi que, pendant un certain temps, le palais avait été labellisé un palais d'Upéri. En fait, la question n'a pas encore trouvé de réponse, c'est assez compliqué puisque les différents niveaux d'occupation de la phase correspondante à l'âge du fer ne sont toujours pas aisés à dater avec précision, voire, aujourd'hui, il faudrait vraiment revenir sur cette interprétation. Et en fait, c'est surtout le complexe des 6e, 5e siècles avant Jésus-Christ qui est le mieux identifié à Dilmun. Cet acte de soumission d'Upéri est loin d'être un acte anodin, puisqu'il fut reproduit à plusieurs reprises par les souverains dilmunites, et bien souvent dans le même contexte. En 694, sous le règne du souverain Sennachérib, les hostilités reprennent en Babylonie, le roi d'Élam lance une offensive, et Sennachérib doit donc livrer bataille contre les Babyloniens, les Araméens, les Chaldéens et les Élamites. Cette bataille est un semi-échec, mais Sennachérib fait le siège de Babylone pendant 15 ans, et en 689, il s'empare de la ville. Les défenseurs sont massacrés, la population est réduite en esclavage, les maisons et les temples furent pillés. Sennachérib se vante d'avoir rasé Babylone et de l'avoir réduite en cendres, et voici ce qu'il arrive de ces cendres. Elles auraient en fait atteint Dilmun, les Dilmunites la virent, la peur et la terreur d'Achour s'emparèrent d'eux, et ils m'apportèrent leurs cadeaux. Et avec leurs cadeaux, ils m'envoyèrent des gens recrutés chez eux, recrutés en fait pour aider à la destruction de Babylone. Alors, cet envoi d'ouvriers dilmunites pour aider à la destruction de Babylone ne serait en fait à nouveau qu'un moyen pour renforcer le type de relations instaurées après la première révolte de Mérodach-Baladan II, se maintenir en bons termes avec le roi assyrien qui reprend pied en Babylonie pour permettre le bon fonctionnement des échanges commerciaux. Et ce que nous laissent peut-être voir les sources cunéiformes du premier millénaire, c'est l'existence en fait d'un partenariat triangulaire entre le sud babylonien, l'Élam et Dilmun. Alors, j'ai pris ici l'exemple de cette lettre. On est à l'époque du roi Ashurbanipal, qui a déjà dû combattre la révolte de son frère Shamash-shum-ukin. Shamash-shum-ukin était en charge de la Babylonie. Il se révolte contre Ashurbanipal, qui en 648 se débarrasse de son frère. Sauf que Shamash-shum-ukin n'était pas seul dans cette révolte. Il était notamment aidé, encore et toujours, des Élamites et encore et toujours du chef du pays de la mer, Nabu-bel-Shumate. Et dans cette lettre, en fait, le roi de Dilmun, qui porte ici le nom de Rundaru, serait peut-être accusé
d'avoir été en collusion avec ce Naboubel-Choumaté et avec le chef élamite, puisque dans cette lettre, c'est en fait des produits de Dilmun qui lui appartiennent, qui appartiennent à Naboubel-Choumaté, sont confisqués. Donc ce qui est intéressant, ce sont les liens et les intrigues entre Dilmun, le pays de la mer et l'Élam que suggère cette missive. Tous deux situés à proximité du débouché du golfe Persique, l'Élam et le pays de la mer constituent les partenaires privilégiés des agents commerciaux dilmunites qui gèrent les flux maritimes en amont. Alors toute la question est de savoir autour de quels produits pourraient tourner ces connexions. Et l'hypothèse a été faite par Alvarez Mon à travers l'existence de fragments de coton retrouvés dans une tombe en Élam, la tombe d'Arjan, d'une provenance dilmunite pour ces fragments de coton. On sait qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'auteur grec Théophraste parle de la production de coton à Dilmun, mais surtout elle serait aujourd'hui confirmée par l'archéologie au sens où, dans un cercueil baignoire datant de l'époque achéménide, fouillés à Khalat el-Bahreïn, ont été retrouvés des restes minéralisés de coton. Donc ça pourrait être l'un des produits en fait exportés par Dilmun dans le cadre de ces relations triangulaires. Alors après ces épisodes de contact répétés avec Dilmun à l'époque néo-assyrienne, Dilmun se fait de plus en plus absent des sources. À l'époque babylonienne, nous n'avons que l'attestation d'un frère du gouverneur de Dilmun, et pour l'époque achéménide, dans les textes des fortifications de Persépolis, on constate l'existence d'un toponyme, alors qui peut prendre plusieurs formes: Tiulman, Tilaman, Tilimin, Tirimana, etc., qui serait peut-être la variante élamite du toponyme Tilmun en akkadien. Tout ça pour dire que si cette correspondance, si ce toponyme se confirme comme étant l'équivalent de Tilmun, on aurait là peut-être une indication de la domination achéménide sur l'archipel, donc à l'époque achéménide. Alors, inséré dans les réseaux commerciaux dès la fin du IVe millénaire et apparaissant à ce titre dans les toutes premières tablettes cunéiformes, vous l'avez vu, l'histoire de Dilmun, en tout cas du point de vue des sources textuelles cunéiformes, a été intimement associée à celle de la Mésopotamie et de l'Élam, bien que de manière inégale. Dilmun apparaît comme le relais indispensable des échanges au cœur du golfe Persique, parfois comme le pourvoyeur de ressources plus locales, le cuivre d'Oman, les perles, peut-être le coton, tantôt comme un archipel vassal témoignant de son allégeance au suzerain assyrien. Si les dernières mentions de Dilmun, hypothétiques et avérées au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, sont difficiles à expliquer, elles laissent néanmoins entrevoir une volonté de maintenir une présence dans le golfe Persique, et une volonté des empires orientaux de garder un pied dans la région, ce qui sera d'ailleurs repris par les successeurs grecs. Tilmun en akkadien devient Tylos en grec, ce qui est tout à fait logique, puisque Tilmun se prononçait probablement Tilwun à l'époque néo-babylonienne, ce qui donnerait Tylos en grec. Je vous remercie beaucoup de votre attention.